Ma sœur souriait à l'hôtel quand ma fille a tiré sur ma robe. Maman, on doit partir maintenant. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a montré une photo sur son téléphone. À ce moment-là, le marié a vomi. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La chaleur à San Miguel de Allende ce jour-là de mai n'était pas normale. C'était une chaleur sèche, agressive, de celles qui rentrent sous ta peau et font que les vêtements ressemblent à une deuxième couche de plomb bouillant. Le soleil frappait sans pitié les pavés en pierre de la Hacienda Los Agave, une propriété du XVIIe siècle qui coûtait, pour un week-end de location, plus que ce que la plupart des gens de ce pays gagnent en 5 ans. Il était 11 heures du matin et moi, Mireia, j'étais à genoux sur l'herbe fraîchement coupée, avec une épingle dans la bouche et la sueur qui coulait le long de mon dos comme une rivière glacée, ironiquement froide par rapport au feu que je sentais sur mon visage. « Attention, Mireia » a crié Romina, ma sœur cadette, en bougeant brusquement la jambe. « Tu as failli me piquer avec ce truc. Tu ne peux vraiment rien faire bien, même pas arranger un simple ourlet. Regarde mes ongles, pour l'amour de Dieu. Si tu me ruines ma manucure française avant les photos, je te jure que je hurle. » J'ai levé les yeux, en m'essuyant le front avec le dos de la main, en faisant attention à ne pas tacher la soie italienne de sa robe. Romina était impeccable, comme une poupée en porcelaine enveloppée dans des nuages de dentelle chantilly. Depuis toujours, elle avait été la jolie fille, la princesse de la famille, celle qui était née pour être admirée. Moi, à 32 ans, j'étais l'utile, celle qui résout les problèmes, celle qui paie. « Je suis désolé, Romina » ai-je murmuré en ajustant le dernier pli du bas de sa robe. « Je voulais seulement m'assurer que tu ne trébucheras pas en marchant vers l'hôtel. Cette robe a une traîne très longue. Alors fais vite. Le photographe arrive dans 10 minutes et toi tu es là à transpirer comme un porc. Au fait, tu as déjà vérifié les fleurs de l'arche principale ? J'ai dit clairement au fleuriste que je voulais des roses couleur ivoire, pas blanches. Le blanc nucléaire, ça fait vulgaire, Mireia. Ça fait cheap. Et si je déteste quelque chose, c'est que mon mariage ait l'air bon marché. J'ai avalé ma salive en sentant le goût métallique de la fatigue dans ma bouche. Elles sont couleur ivoire, Romina, ce sont des roses importées d'Équateur. Elles m'ont coûté 300 pesos chaque tige. Elles sont parfaites. Elle a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers le miroir de plein pied que nous avions traîné jusqu'au jardin juste pour elle. Tu as intérêt. Fabian dit que cette robe met mes hanches en valeur, mais moi j'ai l'impression qu'elle me fait paraître grosse. Tu en penses quoi? Ah non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu peux savoir de la mode, toi, avec tes jeans et tes blouses de vieille? Quand elle a mentionné Fabian, mon estomac a fait un bond. Pas de ces papillons amoureux, non, mais cette acidité chronique qui m'accompagnait depuis des mois. Cette gastrite nerveuse que mon médecin insistait à attribuer au stress. Mais ce n'était pas le stress. C'était le poids d'être le pilier d'une famille qui me voyait comme un distributeur automatique sur pattes. Je me suis levé en sentant mes genoux craquer. Mes articulations protestaient, non pas à cause de l'âge, mais à cause des 12 heures par jour que je passais à porter des cartons d'échantillons, vérifier les fours de céramique et négocier avec les transporteurs pour mon entreprise d'exportation d'artisanat et de tequila. Artesania del Val, ma fierté, mon empire construit à partir de rien, avec du sang, de la sueur et beaucoup de larmes que personne n'a vues. J'ai regardé autour de la hacienda. C'était un endroit de rêve, avec des arcs coloniaux, des fontaines en pierre et des bougainvilliers qui grimpaient sur les murs ocre. Mais chaque détail, des serviettes en lin brodées à la main jusqu'au centre de table en cristal taillé, avait un prix que je connaissais par cœur, parce que c'était moi qui avais signé les chèques, tous, un par un. 800 000 pesos. C'était ce qui était sorti de mes économies, des bénéfices du dernier trimestre, de l'argent que je pensais réinvestir dans une nouvelle ligne de bouteilles peintes à la main, et qui avait fini ici, dans une fête pour 300 personnes que je n'aimais même pas. Le Mireia, bouge-toi. La voix de ma mère, Marcella, a résonné depuis le couloir couvert. Elle venait vers nous en s'éventant avec force avec un éventail espagnol. Le mariachi dit qu'ils n'ont pas reçu le paiement final. Qu'est-ce que tu attends? Qu'ils s'en aillent? Je leur ai déjà payé un acompte de 70%. Maman, ai-je dit en essayant de rester calme. Le reste se paie à la fin du service. C'est comme ça dans le contrat. Oh, ne sois pas radine,
ma fille, m'a reproché ma mère en arrivant près de nous, en replaçant une mèche de cheveux de Romina avec une tendresse qu'elle n'avait jamais eue avec moi. Donne-leur le chèque tout de suite. On ne veut pas qu'ils jouent de mauvaise humeur. Tu sais que ta sœur mérite le meilleur. Aujourd'hui, c'est sa journée. Ne la gâche pas avec tes mesquineries de commerçante. J'ai mis la main dans mon sac, j'ai sorti le chéquier et j'ai griffonné ma signature. Mes mains tremblaient légèrement, pas à cause de l'argent grâce à Dieu, je n'en manquais pas mais à cause de l'injustice, à cause de cette cécité sélective de cette femme qui m'avait mise au monde, mais qui avait l'air de m'avoir oublié au moment où ma sœur était née. Ah tiens. Je lui ai tendu le chèque. Dis-leur de jouer ce qu'ils veulent quand les mariés entreront. Évidemment, ma mère m'a arraché le papier sans même me remercier. Et toi, fais l'effort d'aller te repoudrer. On dirait un fantôme qui fond. Avec ces cernes, tu vas faire peur aux invités. Et pour l'amour de Dieu, où est Zéra? Cette petite n'a pas arrêté de faire des bruits bizarres toute la matinée. Dis-lui de bien se tenir. Je ne veux pas qu'elle fasse une de ces crises en pleine cérémonie. J'ai senti un coup dans la poitrine en l'entendant parler comme ça de ma fille. Zéra ne fait pas de crise, maman. Elle est sensible au bruit et il y a beaucoup de bruit ici. Peu importe, ma mère a agité la main pour minimiser. Contente-la. Aujourd'hui tout doit être parfait pour Romina. Je me suis éloigné d'elle en marchant vers la zone de service. J'avais besoin d'eau, j'avais besoin d'air. J'avais besoin que cette journée finisse pour pouvoir retourner à ma vie solitaire, où ma seule récompense était de voir mon compte bancaire grandir et de voir ma fille sourire loin de ces gens toxiques. Mais je ne savais pas que la journée ne faisait que commencer, et que ce qui allait se passer rendrait la chaleur étouffante de la hacienda comparable à un jour d'hiver au regard de l'enfer qui arrivait. Pendant que je marchais vers le bar libre en cherchant une bouteille d'eau, je l'ai vu. Moreau, mon mari, l'homme avec qui j'étais marié depuis 7 ans. L'homme qui, en théorie, devrait être à mes côtés en train de m'aider à coordonner les serveurs ou vérifier que la glace ne fondait pas sous ce soleil infernal. Mais non, il était là, adossé au bar en acajou avec un verre de whisky étiquette bleue à la main, en train de rire bruyamment avec 2 demoiselles d'honneur de Romina. Moreau était impeccable dans son costume en lin beige, fait sur mesure, bien sûr, payé avec la carte de l'entreprise. Il sentait l'eau de Cologne chère et l'arrogance. Quand il m'a vu arriver, son sourire s'est un peu crispé, mais n'a pas disparu. Il a pris congé des filles avec un clin d'œil et a attendu que j'arrive à sa hauteur. Eh ben, la patronne daigne enfin se montrer, a-t-il dit en lâchant un petit rire qui sonnait faux à mes oreilles. Tu as l'air épuisé, mon amour. Tu devrais aller à la suite prendre une douche. Tu es trempé. Je travaille, Moreau, lui ai-je répondu sèchement en prenant une bouteille d'eau et en buvant la moitié d'un coup. Et il faut bien que quelqu'un s'assure que tout ça fonctionne. Toi, clairement, tu es très occupé à socialiser. Je suis le directeur marketing, Mireia. Socialiser, c'est mon travail, a-t-il répondu avec ce ton condescendant qu'il utilisait ces derniers temps. En plus, c'est le mariage de ta sœur. Détends-toi un peu. Prends un verre. Arrête d'agir comme si tu étais la martyre du film. Je me suis rapproché de lui en baissant la voix pour que les serveurs n'entendent pas. Je ne suis pas une martyre, Moreau. Je suis celle qui paie tes costumes, ton whisky et cette fête ridicule. Alors, au moins, fais semblant que ça t'intéresse. Tu as vu Zéra? La mention de notre fille a fait passer une ombre d'agacement sur son visage. Cette gamine doit être cachée dans un coin avec tes vieux écouteurs. Tout à l'heure, elle a fait tomber une coupe de champagne parce qu'elle a eu peur du bruit d'un bouchon. Je lui ai dit d'aller jouer plus loin et de ne pas déranger. Elle est bizarre comme toi. J'ai senti mon sang bouillir dans mes veines. Zéra a 6 ans, Moreau, et elle a une condition. Elle n'est pas bizarre, elle est sensible. Et toi, tu es son père. Tu devrais la protéger, pas l'envoyer promener. Je n'ai pas signé pour être le babysitter d'une gamine qui a peur de son ombre, a-t-il craché en avalant une grande gorgée. En plus, aujourd'hui je suis là pour faire la fête. Ne me gâche pas la journée avec tes drames maternels. Je me suis retourné, incapable de le regarder plus longtemps sans lui coller une gifle. Le fossé entre nous était devenu un abîme depuis longtemps, mais aujourd'hui, la cruauté dans ses yeux était différente. Elle était plus tranchante, plus assumée. Je me suis dirigé vers les jardins du fond, loin du bruit des invités qui commençaient à arriver. J'ai cherché du regard ce petit point rose pastel entre les buissons. Zéra,
ai-je appelé doucement. Mon amour? Je l'ai trouvée assise sous l'ombre d'un énorme arbre, avec ses grands écouteurs anti-bruit sur la tête, ceux que je lui avais achetés pour l'aider à supporter ce monde trop bruyant. Dans ses mains, elle tenait mon vieux téléphone portable, un modèle qui n'avait plus de forfait, mais qu'elle utilisait pour jouer et regarder des vidéos téléchargées. Elle avait l'air si petite dans cette robe de tulle rose choisie par sa grand-mère, même si Zéra détestait le tissu qui grattait et les étiquettes qui piquaient. En me voyant, elle a enlevé les écouteurs et ses grands yeux sombres, si semblables aux miens, se sont remplis d'un soulagement momentané. « Maman » a-t-elle murmuré. « Ça va, princesse ?» Je me suis accroupi à sa hauteur en lui essuyant une tache de terre sur la joue. « Papa a dit que tu as eu peur d'un bouchon. » Il a fait boum très fort, a-t-elle dit en faisant un geste avec les mains. Et mamie s'est fâchée. Elle a dit que je suis une enfant mal élevée et que je vais ruiner les photos de Tata Romina. « Tu n'es pas mal élevée, mon amour. Et tu ne vas rien ruiner du tout. Tu es la plus belle chose de cette fête. » Je l'ai serrée dans mes bras en respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Elle était mon encre, ma raison de vivre. Tout ce que je supportais, les mépris de ma famille, la froideur de Moreau, le travail épuisant. Tout, c'était pour lui assurer un futur où personne ne pourrait la faire se sentir moins que les autres. Mon esprit est parti un instant vers mon propre mariage, 7 ans plus tôt. Il n'y avait pas eu de hacienda ni de roses importées. Il y avait eu une salle municipale avec des chaises en plastique et des tacos parce que mes parents disaient que l'entreprise traversait un mauvais moment et qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Je m'étais marié dans une robe louée qui était trop grande pour moi. Moreau s'était plaint toute la soirée de l'aspect cheap de tout. Et pourtant, 1 an plus tard, pour les 18 ans de Romina, mes parents lui avaient offert une voiture neuve. C'est qu'elle en a besoin pour l'université, avait-il dit. Il y avait toujours une excuse, toujours une justification pour me donner les miettes et à elle le banquet. « Tiens » ai-je dit à Zéra en sortant une barre de céréales de ma poche. « Mange ça. Je sais qu'ils ne t'ont pas laissé manger les canapés. » Tata Romina a dit que les canapés c'est pour les gens importants, a dit Zéra avec cette honnêteté brutale des enfants, en croquant la barre avec faim. La colère est remontée dans ma gorge, chaude et amère. Des gens importants. Ma fille, mon sang, traitée comme une intruse dans la fête que je payais. Et écoute, Zéra, tu es la personne la plus importante du monde pour moi. N'oublie jamais ça. Reste ici encore un petit moment, d'accord? Dans pas longtemps, maman doit aller vérifier si le juge est arrivé. Et dès que la cérémonie est finie, on part à l'hôtel, on commande des pizzas et on regarde des films dans le lit, ça te va? Zéra a hoché la tête, a remis ses écouteurs et s'est concentrée sur le téléphone. Oui, maman. Je vais jouer aux espions. Je vais filmer des choses. J'ai souri tristement. Ah très bien, ma petite espionne, mais tu ne t'éloignes pas d'ici. Je me suis relevé et je suis reparti vers la zone de guerre, sans savoir que le jeu d'espion de ma fille était sur le point de déterrer les cadavres que ma famille cachait dans le placard depuis des années. De retour dans le patio principal, l'ambiance avait changé. Les invités arrivaient par vagues, des oncles éloignés que je ne voyais qu'aux enterrements et au mariage, des amis d'université de Romina qui regardaient tout avec un air supérieur, et la famille de Lisandro, le marié. En voyant Lisandro, j'ai senti une pointe de culpabilité. C'était un homme bien, un pédiatre de 30 ans avec un regard doux et des mains qui soignaient. Il venait d'une famille traditionnelle, de celle qui valorise la décence et la parole donnée. Lisandro adorait Romina avec une dévotion aveugle. Il croyait qu'elle était un ange, une fille douce et casanière. Il n'avait aucune idée que Romina l'appelait « mon ticket de sécurité » quand elle parlait avec ses amis, ou qu'elle se moquait de sa manière de s'habiller, trop classique à son goût. « Mireia » m'a appelé Lisandro en s'approchant avec un pas nerveux. Il tenait 2 bouteilles d'eau glacée dans les mains. « Ah tiens, je te vois courir de tous les côtés et personne ne t'a offert un verre d'eau. Tu es toute rouge. » J'ai accepté la bouteille en sentant le froid se condenser sur mes doigts. J'ai failli pleurer pour ce geste si simple. C'était la première personne de toute la matinée qui se préoccupait de moi. Merci, Lisandro. Tu es très gentil. Tu es très beau, au fait. Merci à toi, Mireia, a-t-il dit en baissant la voix et en regardant autour de lui, comme s'il allait me dire un secret. Vraiment, je sais que c'est toi qui as mis la plus grande partie de l'argent pour tout ça. Romina m'a dit que c'était un cadeau de tes parents, un héritage ou quelque chose comme ça, mais bon. Je sais que tes parents n'ont pas cette liquidité.
Et je sais combien tu travailles dans ton entreprise. Je vois tes cernes. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. J'ai senti un nœud dans la gorge. J'ai eu envie de lui dire, ne te marie pas. Elle ne t'aime pas. Elle aime ton nom de famille et la stabilité que tu lui donnes. Mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas le droit de briser son illusion juste avec mon amertume. Et peut-être que je me trompais. Peut-être que Romina l'aimait à sa façon, tordue, mais l'aimait. Rends-la heureuse, Lisandro, ai-je dit en me sentant hypocrite. Prends soin d'elle et prends soin de toi aussi. Je le ferai. Je donnerai ma vie pour elle, a-t-il souri, avec cette innocence qui te brise le cœur. À ce moment-là, j'ai senti une main osseuse m'attraper le bras et me tirer vers l'ombre d'un arc sur le côté. C'était ma tante Eulalia, la sœur aînée de ma mère, la seule, dans cette famille de fous, à avoir les pieds sur terre et qui m'avait toujours défendu, même si ses paroles tombaient toujours dans des oreilles sourdes. « Qu'est-ce qu'il y a, Tata ? Tu m'as fait peur. » Eulalia a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne nous écoutait. Ses petits yeux vifs étaient remplis d'une inquiétude grave. « Mireia, il faut que tu ouvres les yeux, ma fille. »« De quoi tu parles encore, Tata ? Je sais déjà que maman est insupportable, mais tout ça finit bientôt. Ce n'est pas ta mère, c'est ton mari et ta sœur. » Je me suis figé. « Et qu'est-ce qu'ils ont, eux ? » Tout à l'heure, quand tu te disputais avec les gens du banquet pour la glace, j'ai vu Moreau se faufiler du côté des anciennes écuries, là-bas, où il garde les vins. Il regardait partout comme un voleur. Et Moreau fume en cachette. Je suis sûr qu'il est allé fumer. 5 minutes après, a continué Eulalia en serrant plus fort mon bras, j'ai vu Romina partir dans la même direction. Elle soulevait sa robe pour courir plus vite, et elle n'avait pas une tête à aller prier. Mon rire est sorti nerveux, incrédule. Tata, s'il te plaît, ne commence pas avec tes télénovelas. Romina se marie dans une demi-heure. Moreau est son beau-frère. Ils sont sûrement allés, je ne sais pas, voir quelque chose de la logistique, une surprise, ou peu importe. Ou peut-être qu'ils sont juste passés par là en même temps. Mireia, ne sois pas idiote, m'a lâché Eulalia, et la dureté du mot m'a frappé. Tu es intelligente pour les affaires, mais pour ta famille, tu es aveugle. Ton homme est un parasite et ta sœur est une capricieuse qui a toujours voulu ce que tu as, même ton mari. Je les ai vus se regarder, se toucher par accident. Ça suffit. Je me suis dégagé de sa main. Je ne vais pas écouter ça aujourd'hui. Moreau peut être un crétin et un flemmard, mais il n'est pas stupide. Et Romina. Romina est égoïste, mais ce n'est pas un monstre. Elle va se marier avec un homme bien. Les monstres n'ont pas toujours des cornes et une queue, ma fille. Des fois, ils ont un visage d'ange et portent des robes à $5000. Fais attention. Va voir. Va juste vérifier. Je dois aller accueillir le juge, ai-je dit en mettant fin à la conversation, même si une petite graine de doute glacé s'était plantée dans mon estomac. Merci de t'inquiéter, Tata, mais tu te trompes. Je me suis éloigné d'elle presque en courant, comme pour fuir ses paroles. Mais en traversant le patio en pierre, mes yeux se sont, malgré moi, tournés vers le chemin de terre qui menait aux vieilles écuries et aux chais. Il était désert, silencieux. La montre indiquait 11h40. Il restait 20 minutes avant la cérémonie. Moreau fume, ai-je répété. Romina est nerveuse. Mais la voix de ma tante résonnait dans ma tête, ne sois pas idiote, Mireia. Le juge de l'état civil est arrivé à l'heure. Un petit homme avec des lunettes épaisses qui avait l'air de fondre dans son costume gris. Je l'ai installé à la table principale sous le gazebo décoré avec les maudites roses couleur ivoire et je lui ai offert une limonade. Ma mère était occupée à se vanter devant des cousines de tout ce que, nous, avions dépensé pour le mariage, s'attribuant le mérite de mon effort financier comme d'habitude. J'ai regardé ma montre. 11h45. Il restait 15 minutes. L'instinct, ce radar invisible que toutes les mères ont dans la nuque, s'est mis à sonner. Zéra. Je l'avais laissé sous l'arbre depuis presque une demi-heure. Je suis allé vers le jardin du fond, en espérant voir sa robe rose et ses grands écouteurs. L'arbre était là, l'ombre était là, mais Zéra n'était pas là. Zéra, ai-je appelé sans trop d'alarme au début. Le silence m'a répondu. Juste le bourdonnement des cigales et le son lointain des musiciens qui accordaient leurs instruments. Zéra. J'ai crié un peu plus fort, en tournant sur moi-même.
Rien. La panique est une étrange créature. Elle n'arrive pas d'un coup. Elle commence comme un froid au bout des doigts et monte jusqu'à te serrer la gorge. J'ai couru vers la zone des toilettes portables de luxe. Vide. J'ai couru vers la cuisine du traiteur. Les cuisiniers m'ont regardé, surpris. Non, ils n'avaient vu aucune petite fille. Je suis retourné au patio central, où les gens étaient déjà en train de s'asseoir. Je suis allé voir ma mère en interrompant sa conversation. « Maman, tu as vu Zéra ?» Elle m'a regardé avec agacement, comme si je venais de lui demander de l'argent. « Oh, Mireia, arrête d'être si nerveuse. La petite doit courir avec les autres enfants. Laisse-la tranquille. Ne l'étouffe pas. Tu es toujours pareil avec ta névrose. Il n'y a pas d'autres enfants, maman. C'est un mariage adulte seulement. Zéra est la seule enfant parce que c'est la nièce. Où est-ce qu'elle est? Ben, je ne sais pas. Tout à l'heure, je l'ai vue marcher là-bas. Elle a pointé vaguement vers la zone de service. Là, elle a sûrement été aux toilettes. Assieds-toi maintenant. La musique va commencer. J'ai ignoré son ordre et j'ai cherché Moreau du regard. Il n'était pas à sa place. Le siège réservé pour « le frère du marié », titre qu'il s'était donné lui-même, était vide. Ma tante Lalia m'a regardé depuis la 3e rangée et a pointé discrètement le fond, vers le chemin des écuries. Son regard disait « Je te l'avais dit ». Le monde s'est arrêté une seconde. Zéra n'était pas là, Moreau n'était pas là. Romina n'était pas sortie de la suite nuptiale, du moins c'est ce qu'on croyait. Et les 3 chemins menaient au même endroit, la zone ancienne de la hacienda, où le bruit de la fête n'arrivait pas. Là où une enfant avec des écouteurs aurait pu se cacher pour trouver du silence. Là où 2 adultes auraient pu se cacher pour trouver de l'intimité. J'ai senti que l'air me manquait. J'ai enlevé mes talons, les laissant au milieu de l'herbe parfaite, et je me suis mis à courir. J'ai couru, non pas comme la patronne de l'entreprise, non pas comme la sœur de la mariée, mais comme une lionne qui sent le danger pour son petit. Le soleil me brûlait les épaules. Les pierres du chemin entraient dans mes pieds à travers les collants. Je suis arrivé à la zone des écuries. Elles étaient vides. Ça sentait seulement la paille et la poussière. Plus loin se trouvait le chai, un bâtiment en adobe avec des portes en bois lourd et des fenêtres hautes avec des persiennes en bois. « Zéra » ai-je crié d'une voix brisée. Alors je l'ai entendu. Ce n'était pas un cri, c'était un sanglot étouffé, un petit son terrorisé, comme celui d'un petit animal pris au piège. Ça venait de derrière un tas de vieux tonneaux en chêne empilés contre le mur latéral du chai. Je me suis approché doucement, le cœur cognant contre mes côtes comme un marteau. Elle était là, recroquevillée en position fétale, serrée entre le mur et le bois pourri des barils. Elle avait les écouteurs, mais mal mis, tombés autour de son cou. Sa robe rose était tachée de poussière noire. Elle tremblait de façon violente, incontrôlable. « Zéra » ai-je murmuré en tombant à genoux près d'elle. « Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombée ?» Elle a levé la tête. Elle était pâle, presque transparente. Ses yeux étaient écarquillés, remplis d'une terreur absolue que je n'avais jamais vue chez un enfant, encore moins chez ma fille. Elle s'est jetée dans mes bras, s'accrochant à mon cou si fort qu'elle m'a fait mal. « Maman » a-t-elle gémi contre mon épaule. Je l'ai serrée en caressant son dos, en essayant de la calmer, mais elle s'est brusquement écartée. Elle a pris mon visage entre ses petites mains sales. « Maman, on doit partir » a-t-elle chuchoté avec une voix rauque. « Vite. Maman, cours. On s'en va maintenant. »« Pourquoi, mon cœur? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Tu as vu une souris ?» Elle a secoué la tête frénétiquement. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. « Non. Papa et tata Romina. Ils sont méchants, maman. Ce sont des monstres. »« Qu'est-ce que tu dis, Zéra? Je les ai vus dans la pièce des bois. » Elle a pointé du doigt, en tremblant, la fenêtre à persienne qui était juste au-dessus de nos têtes, à 2 mètres du sol. Les voix de l'intérieur devaient parfaitement passer par cet endroit caché. « Qu'est-ce que tu as vu, mon amour? » Ils ont dit qu'ils allaient t'enfermer dans une boîte en fer. Ils ont dit que les policiers allaient t'emmener. Maman, cours. Je ne veux pas qu'ils t'emmènent. Zéra a mis sa main dans la poche de sa robe et a sorti mon vieux téléphone. J'ai filmé, maman. Pour que tu me croies, parce que mamie dit que je mens, mais là,
ce n'est pas un mensonge. J'ai pris le téléphone. L'écran était chaud d'avoir été serré si fort dans sa main. Mes doigts sales de poussière ont déverrouillé l'écran. Il y avait une nouvelle vidéo. Enregistrée il y a à peine 10 minutes. J'ai appuyé sur play. L'image n'était pas parfaite. On voyait à travers les lames horizontales de la vieille persienne en bois. La lumière était faible, en ligne, comme des barreaux de prison. Mais c'était suffisant pour voir deux silhouettes enlacées dans la pénombre du vieux chez poussiéreux. Une robe de mariée blanche, bouffante, relevée jusqu'à la taille. Un costume en lin. Il n'y avait aucun doute. C'étaient Romina et Moreau. Ils étaient en train de remettre leurs vêtements en place. Moreau remontait la fermeture de son pantalon. Romina lissait sa jupe, ses cheveux légèrement décoiffés. Mais ce qui m'a détruite, ce n'est pas l'image. L'infidélité, à ce moment-là, m'a presque semblé un détail à côté de ce que j'ai entendu. Le micro de ce vieux téléphone fonctionnait parfaitement et l'acoustique de l'endroit amplifiait chaque murmure empoisonné. « Tu es sûr qu'on a le temps ?» a demandé la voix de Moreau. « Oui. » L'idiot de Lisandro est dehors à dire bonjour aux tantes. Et ma sœur, la vache à lait, est très occupée à payer les factures, a répondu Romina, en lâchant un rire aigu et cruel qui m'a glacé le sang. Je ne l'avais jamais entendu rire comme ça. C'était le rire de quelqu'un qui méprise profondément sa victime. Et si ça foire, a demandé Moreau. Son ton était nerveux, mais excité. Si la police fouille bien, ça ne va pas foirer, mon amour, a dit Romina, et je l'ai vu, sur la vidéo, caresser la joue de mon mari. Tu l'as fait, hein? Oui. Il y a une demi-heure, pendant qu'elle se disputait pour la glace, j'ai ouvert son pick-up avec ma copie de la clé. J'ai mis le paquet sous le siège conducteur. Bien au fond. 1 kilo de cocaïne, Romina. Ça fait au minimum 10 ans de prison, sans liberté sous caution. J'ai senti que le monde s'arrêtait. L'air est sorti de mes poumons. Moreau avait mis de la drogue dans ma voiture, dans la voiture avec laquelle j'emmène ma fille à l'école. Et l'appel, a demandé Romina. Il est déjà programmé. Une dénonciation anonyme au contrôle de la police fédérale qui est à la sortie de la route vers Soleillat. Dès qu'elle sortira d'ici, furieuse ou fatiguée, boum, il l'arrête. Parfait, a ronronné ma sœur. Avec ses antécédents de dépression postpartum et le stress que la pauvre a eu ces derniers temps, ça va être très facile de convaincre le juge qu'elle est devenue folle et qu'elle s'est mise dans le business pour garder son niveau de vie. Et là, j'ai vu Moreau embrasser le cou de Romina sur la vidéo. Et là, tu demandes la garde totale de la petite, et en tant que tuteur légal de Zera et mari de Mireia, tu prends le contrôle de l'entreprise et des comptes bancaires. Tu me déclares administratrice adjointe, et adieu la pauvreté. On garde tout. J'ai porté la main à ma bouche pour ne pas vomir. Les larmes de Zera mouillaient mon bras, mais moi, je ne pouvais plus pleurer. J'étais paralysé par l'horreur pure. Ce n'était pas seulement l'argent, ce n'était pas seulement le sexe. C'était ma vie, ma liberté. Il voulait me détruire, m'enfermer, me prendre ma fille pour dépenser mon argent ensemble. Ça me dégoûte rien que de penser que je dois retourner là-bas et embrasser Lisandro, a dit Romina dans la vidéo en faisant une grimace. Il a des mains de paysan, même s'il est médecin, et sa bouche sent le désinfectant cheap. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Le supporte, bébé, a dit Moreau. Je pense au cadeau de mariage. Ses parents nous ont donné un gros chèque. Je sais, mais je te jure que quand il me touche, j'ai envie de vomir. Il est tellement fade, rien à voir avec toi. Romina a marqué une pause, et sa voix a baissé d'un ton, plus intime. En plus, j'ai une autre nouvelle. Quoi? J'ai du retard. De 3 semaines. Il y a eu un silence dans la vidéo. C'est de moi, a demandé Moreau. Et évidemment, idiot. Avec Lisandro, j'utilise double protection parce qu'il me dégoûte quand il me touche. C'est de toi. Un enfant à nous, Moreau. Héritier de 2 fortunes, celle qu'on va voler à ma sœur et celle que je vais soutirer à la famille de Lisandro avant de divorcer. Tu es une diablesse, Harry Moreau. Et toi, tu aimes cette diablesse. Allez, arrange-toi les cheveux. On ne veut pas que la vache à lait se doute de quelque chose avant qu'on ne l'envoie à l'abattoir. La vidéo s'est terminée sur le son de la porte qui s'ouvrait. Je suis resté à regarder l'écran noir du téléphone. Vache à lait. Abattoir.
La drogue dans ma voiture. 10 ans de prison. M'enlever Zera. J'ai regardé ma fille. Elle me regardait avec des yeux suppliants, attendant que je fasse ce qu'elle m'avait demandé, courir, fuir, échapper au monstre. Mais quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Ce n'était pas un bris fragile comme du verre, c'était comme l'acier qui se durcit au feu. La Mireia soumise, la Mireia qui cherchait l'approbation de maman, la Mireia qui supportait les mépris de son mari pour garder la famille unie. Cette Mireia est morte derrière ses barils de vin. Si je fuyais maintenant, il m'attraperait sur la route. La drogue était déjà dans ma voiture. Le piège était prêt. Si je fuyais, j'aurais l'air coupable. Non, je ne pouvais pas partir. Je devais rester. Je devais me battre, et je devais le faire maintenant, avec la seule arme que j'avais, la vérité. Maman, est-ce qu'on va courir, a demandé Zera. Je me suis essuyé les larmes avec colère. Je me suis levé en époussetant la terre de mes genoux. Non, mon amour, lui ai-je dit, et ma voix sonnait étrange, profonde, chargée d'une force que je ne savais pas avoir. On ne va pas courir. C'est eux qui vont regretter de ne pas avoir couru. J'ai pris Zera dans mes bras. Elle pesait son poids, mais je m'en fichais. Et écoute-moi bien, Zera. Tu es une petite fille très courageuse. Tu es une héroïne. Tu as sauvé maman. Maintenant, j'ai besoin que tu sois ma partenaire dans une mission secrète. Tu peux faire ça? Elle a hoché la tête en reniflant. Une mission d'espion. Oui, la mission la plus importante de toutes. On va montrer à tout le monde qui sont les vrais monstres. Je suis retourné vers la hacienda, mais je ne suis pas allé à mon siège. Je suis allé derrière la scène, là où était la cabine de contrôle audio et vidéo. Je savais qui était là. Javi, un technicien qui avait travaillé avec moi sur plusieurs événements de mon entreprise. Un garçon loyal, à qui j'avais payé l'opération de sa mère l'année dernière, quand personne d'autre ne l'aidait. Aujourd'hui, j'allais encaisser ce service. Je suis entré sous la tente technique comme un ouragan silencieux. La climatisation était à fond là-dedans, un contraste brutal avec l'enfer dehors. Javi mangeait un sandwich en vérifiant la playlist sur sa console. Quand il m'a vu entrer, pieds nus, décoiffé, les yeux injectés de sang et portant une enfant sale, il a presque avalé de travers. Chef. Madame Mireia, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Il s'est levé d'un bond, laissant tomber son sandwich. J'ai posé Zera et je l'ai assise sur un fauteuil pivotant. Javi, j'ai besoin que tu me rendes un service et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. N'importe quoi, chef, dites-moi. Veux-tu après le vidéo notre histoire d'amour que Romina t'a demandé de projeter après les vœux? Ce montage kitsch avec des photos de bébés et de la musique de violon? Oui, bien sûr. Il est dans la file de lecture. Fichier, vidéo-romina-web-final.mp4. Il est programmé pour passer quand le juge les déclarera mari et femme, juste avant le baiser. Efface-le, ai-je ordonné. Quoi? Mais votre sœur va me tuer. C'est le moment clé. Non, Javi, c'est moi qui vais te donner le moment clé. Efface-le et charge ça. J'ai sorti le vieux téléphone de Zera. Mes mains tremblaient encore, mais ma décision était en acier. J'ai branché le câble USB que Javi avait sur la table. Télécharge la dernière vidéo de la galerie, celle qui a été enregistrée à 11h45 aujourd'hui, et je veux que tu la passes sur l'écran géant. Son au maximum, je veux qu'on l'entende jusqu'au village d'Accent grave côté. Javi m'a regardé, hésitant. Chef, si c'est une blague. Tu penses que je plaisante? J'ai approché mon visage du sien. Il a dû voir l'abîme dans mes yeux, parce qu'il a avalé sa salive et a hoché la tête. D'accord. Pendant que Javi transférait le fichier, j'ai sorti mon propre téléphone. J'avais 2 appels à faire. 2 appels vitaux avant de retourner dans l'arène des lions. Le premier était pour Carlos, mon avocat et ami de l'université. Carlos, écoute-moi et ne m'interromps pas. J'ai besoin que tu prépares une demande de divorce pour adultère et tentative de destruction morale. Et j'ai besoin que tu viennes à la Hacienda Los Agave tout de suite. Amène un notaire si tu peux. Oui, c'est une urgence de vie ou de mort. Le second appel a été le plus difficile. J'ai composé le 911. Service d'urgence, quelle est votre urgence? Je veux signaler un délit,
ai-je dit en regardant ma fille jouer avec les boutons de la console. Je suis Mireia Valadar. Je suis à la Hacienda Los Agave. Je pense que quelqu'un a manipulé mon véhicule. Un SUV blanche, plaque HAL 567. Je suspecte qu'ils ont mis des substances illégales dedans sans mon consentement pour m'incriminer. Je demande une patrouille pour inspecter mon véhicule en présence de témoins. Oui, c'est moi la propriétaire. Oui, je suis ici. Je signale ça avant de déplacer le véhicule pour que ce soit noté au dossier. J'ai raccroché. Là, c'était mon filet de sécurité. En dénonçant moi-même le paquet avant que la police ne m'arrête sur la route, je détruisais leur plan. Si la police trouvait la drogue maintenant, ce serait suite à ma plainte pour intrusion. Moreau n'avait pas prévu ça. Moreau croyait que j'étais une femme au foyer stupide qui ne savait pas comment la loi fonctionne. C'est prêt, chef, a dit Javi, les yeux écarquillés devant son écran. Il avait vu la vidéo. Son visage était rouge de honte et de colère. Chef, c'est, mon Dieu. C'est votre mari. C'était mon mari, Javi. C'était. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Ça va être un massacre. J'ai regardé l'écran, figé sur la première image de la vidéo. La main de Moreau sur la jambe de ma sœur. Non, Javi, ce n'est pas un massacre, c'est un nettoyage. Je me suis tourné vers Zera. Oh mon amour, reste ici avec Javi. Mets tes gros écouteurs et écoute la musique à fond. Javi va te mettre les chansons de Disney que tu aimes. Tu ne les enlèves pas jusqu'à ce que je vienne te chercher. Compris? Tu vas te battre contre les monstres, a demandé Zera. Oui. Je vais allumer la lumière. Et les monstres détestent la lumière. J'ai embrassé son front, j'ai arrangé ma robe, j'ai mis les chaussures que j'avais dans la main et je suis sorti de la tente. Le soleil brillait toujours. La musique des violons avait commencé. La marche nuptiale. Je suis allé vers le jardin. Ma famille était là. Mon mari était là, en train de sourire, jouant le rôle de l'homme parfait. Ma sœur marchait vers l'autel, radieuse, jouant la Vierge Immaculée. Et moi, je suis allé vers mon siège au premier rang, la tête haute et l'âme blindée, prête à faire exploser la bombe qu'ils avaient eux-mêmes construite. Je suis revenu à ma place juste quand Romina arrivait à l'hôtel. Moreau était assis à côté de moi, sur la chaise réservée à la famille proche. Quand il m'a vu, il m'a lancé un regard de reproche mélangé à du soulagement. « Où est-ce que tu étais passé ?» a-t-il sifflé entre ses dents, sans cesser de sourire pour les photographes. « Ta mère allait envoyer la sécurité te chercher. »« Et la petite ?» Je me suis assise calmement, en croisant les jambes avec élégance. Mon cœur battait lentement, lourd, comme un tambour de guerre. La petite est en sécurité, ai-je dit en regardant devant, vers Romina qui prenait les mains de Lisandro. Elle est à un endroit où le bruit ne la dérange pas. Tant mieux, a soufflé Moreau. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé aux cheveux? Tu es décoiffé, et c'est de la terre sur ta robe? Pour l'amour de Dieu, Mireia, tu es un désastre. J'ai tourné lentement la tête et je l'ai regardé dans les yeux. Pour la première fois en 7 ans, je l'ai vraiment vu. Je n'ai pas vu l'homme dont je suis tombée amoureuse, ni le père de ma fille. J'ai vu un parasite. J'ai vu un homme petit, insécure et cruel, capable d'envoyer la mère de sa fille en prison juste pour de l'argent. Ne t'inquiète pas pour ma robe, Moreau, lui ai-je dit avec une douceur qui l'a désorienté. Inquiète-toi pour le tien. Le lin, ça se tâche très facilement. Il a froncé les sourcils, confus. De quoi tu parles? Chut. Ça commence. Le juge a raclé sa gorge. Nous sommes réunis ici pour unir par le mariage Romina et Lisandro. La cérémonie s'est déroulée au ralenti. J'entendais les mots amour, fidélité, respect, et chacun d'eux me semblait une blague macabre. J'ai regardé mes parents. Mon père, la poitrine gonflée de fierté, croyant qu'il donnait une perle. Ma mère, en larmes d'émotion, sans se douter que sa fille préférée était une sociopathe en puissance. J'ai regardé Lisandro. Le pauvre Lisandro avait les yeux brillants d'amour. Ses mains tremblaient en tenant celles de Romina. Il donnait sa vie, son futur, sa confiance, à une femme qui, 20 minutes plus tôt, se moquait de son haleine et planifiait de lui faire élever l'enfant de son beau-frère. J'ai ressenti une énorme peine pour lui. J'allais briser son cœur,
j'allais l'humilier devant 300 personnes, mais c'était nécessaire. C'était un acte de cruauté douce. Mieux vaut un cœur brisé maintenant qu'une vie entière de mensonges et un enfant qui n'est pas le sien. Romina, a dit le juge, acceptes-tu Lisandro comme ton mari, pour l'aimer et le respecter tous les jours de ta vie? J'accepte, a-t-elle dit, avec cette voix douce et entraînée. Lisandro, acceptes-tu Romina? J'accepte, a-t-il répondu vite, pressé. Le juge a souri. S'il y a quelqu'un ici présent qui a une raison pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence traditionnel est tombé sur le jardin. Personne ne parle jamais à ce moment-là. C'est juste un formalisme. J'ai regardé vers la tente technique. J'ai vu la silhouette de Javi, attendant mon signal. Je me suis levé. Le bruit de ma chaise qui a raclé le plancher de bois posé sur l'herbe a sonné comme un coup de feu. Moreau m'a tiré par le bras. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, folle. Je me suis dégagé d'un geste sec. Ne me touche pas, lui ai-je dit, et ma voix, même basse, avait assez d'autorité pour qu'il lâche ma main. J'ai avancé de 3 pas vers le centre de l'allée. Tous les yeux se sont tournés vers moi. 300 paires d'yeux. Mireia, qu'est-ce que tu fais? A chuchoté ma mère derrière, scandalisée. Je les ai ignorés. J'ai regardé directement Romina. Son sourire parfait a vacillé. Elle a vu quelque chose sur mon visage. Peut-être le reflet de sa propre méchanceté. J'ai quelque chose à dire, ai-je annoncé. Ma voix n'a pas tremblé. Le juge m'a regardé, surpris. Lisandro m'a regardé, confus. Mireia, s'il te plaît. A commencé Lisandro. Lisandro, les yeux coupés, en le regardant avec compassion. Tu es un homme bien. Tu ne mérites pas ça. Personne ne mérite ça. Mais avant que tu signes ce papier, avant que tu laisses ta vie à cette famille, tu dois voir quelque chose. Je me suis tourné vers l'écran géant derrière l'hôtel, éteint et noir comme un bloc de pierre. Javi, ai-je dit fort et clair. Lance la vidéo. L'écran LED de 5 mètres de large a clignoté et s'est allumé. Il n'y a pas eu de musique de violon, pas de photo d'enfance. Il y a eu un bruit de fond, puis l'image granuleuse, mais reconnaissable, de l'intérieur du chai. Le silence a été absolu. Un silence dense, lourd, juste avant l'explosion. Sur l'écran, les silhouettes de Moreau et Romina bougeaient dans la pénombre. Tu es sûr qu'on a le temps? La voix de Moreau a tonné dans les haut-parleurs, claire et puissante. Oui. L'idiot de Lisandro est dehors et la vache à lait est très occupée, la voix de Romina. Un cri étouffé a parcouru les invités. Romina a porté les mains à sa bouche. Ses yeux se sont ouverts tellement grands qu'on aurait dit qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Moreau s'est levé d'un bond, faisant tomber sa chaise. L'éteignez ça, a-t-il hurlé, rouge de rage et de panique. C'est un montage, c'est de l'intelligence artificielle. Javi, coupe-moi ça. Il a essayé de courir vers la tente technique, mais 2 cousins de Lisandro, de grands gars qui jouaient au rugby, se sont levés et lui ont barré le passage par réflexe. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait que le marié était attaqué. La vidéo a continué inexorablement. 1 kilo de cocaïne, Romina, 10 ans de prison. Tu demandes la garde totale de la petite. Adieu la pauvreté. Ma mère s'est évanouie. Elle est tombée comme un sac de pommes de terre sur sa chaise, mais personne ne l'a aidée. Tout le monde était hypnotisé par l'horreur sur l'écran. Lisandro était pétrifié. Son visage avait perdu toute couleur. Il regardait l'écran, puis Romina, puis Moreau. Son cerveau essayait de comprendre la trahison. Et puis, le dernier morceau, le coup fatal. Ça me dégoûte rien que de penser que je dois retourner là-bas et embrasser Lisandro, la voix de Romina remplissant l'air comme du poison. Il a des mains de paysan, sa bouche sent le désinfectant. Ça me donne envie de vomir. Et toi, tu aimes cette diablesse? C'est de toi. Un enfant à nous, Moreau. La vidéo s'est coupée. L'écran est redevenu noir, mais le mal était fait. La vérité flottait dans l'air, toxique et radioactive. Romina a essayé de s'approcher de Lisandro. Oh mon amour, ce n'est pas vrai, c'est une blague de Mireia. Elle m'a toujours envié, a-t-elle sangloté en essayant de lui prendre la main. Lisandro l'a regardé. Il a regardé les mains qu'elle tentait de toucher.
ses mains de paysan. Il a regardé sa bouche. La bouche qui, quelques minutes plus tôt, disait qu'elle avait envie de vomir en l'embrassant. Il s'est rappelé les baisers. Il s'est rappelé les fois où elle lui avait dit « je t'aime ». Tout était mensonge, tout était dégoût. Et elle était enceinte de son beau-frère. La réalité l'a frappé au ventre comme un train. Son corps a réagi avant son esprit. Il s'est plié en deux. Un spasme violent a parcouru son dos. Et puis, c'est arrivé. Lisandro a vomi. Un jet de bile, de nerfs et de petit déjeuner digéré est sorti de sa bouche directement sur la robe de mariée à $5000. Directement sur la dentelle française et la soie italienne. Le vomi a taché le blanc immaculé d'une couleur jaunâtre et acide. Il a éclaboussé les chaussures de Romina. L'odeur s'est immédiatement mélangée au parfum des roses et à la chaleur étouffante. Romina a hurlé. Un cri aigu, hystérique, pas de douleur, mais de vanité blessée. « Ma robe, imbécile !»« Tu as ruiné ma robe », a-t-elle crié, en reculant et en glissant dans son propre vomi, tombant sur les fesses par terre, dans un mélange de saleté et d'humiliation. Le chaos a commencé. Les gens criaient. Certains sortaient leur téléphone pour filmer. La famille de Lisandro a couru pour le soutenir, car il avait encore des hauts le cœur, tremblant et en larmes. Moi, je suis resté là, debout, au milieu de la tempête, immobile. J'ai regardé Mauro, coincé par les ongles de Lisandro, le visage blanc de terreur. J'ai regardé mon père, qui essayait de réveiller ma mère, mais qui me regardait avec une haine meurtrière. J'ai regardé Romina, qui se roulait dans sa propre saleté. J'ai pris le micro que le juge avait laissé sur la table. Le mariage est annulé, ai-je dit. Ma voix était tranquille, ferme, résonnant au-dessus des cris. Et comme je suis la titulaire du contrat de ce lieu, j'ordonne que la fête se termine tout de suite. J'ai fait une pause, cherchant les yeux de Mauro. Les Mauro, ne t'embête pas à rentrer à la maison. La police est en route pour vérifier ma voiture. Je pense qu'ils vont trouver quelque chose de très intéressant avec tes empreintes dessus. J'ai lâché le micro. Il est tombé au sol avec un bruit sec. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie, vers l'endroit où ma fille m'attendait. La chaleur était toujours étouffante, mais pour la première fois depuis des années, j'avais froid. Le froid propre et rafraîchissant de la liberté. Le bruit du micro tombant au sol a été le coup de départ pour l'enfer. Si un jour vous vous demandez à quoi ressemble le son de l'effondrement total d'une famille parfaite, laissez-moi vous dire, ça ressemble à des cris, à des chaises qui se renversent, à des halètements d'incrédulité et au bourdonnement constant d'une vidéo qui tourne en boucle sur un écran géant. J'étais là, debout, regardant mon œuvre. Je ne ressentais pas de joie, pas de triomphe. Je ressentais ce froid chirurgical qui t'envahit quand tu dois amputer un membre gangrené pour sauver le corps. Mauro, mon mari ou plutôt, le cadavre de mon mariage a essayé de se jeter sur moi. Son visage, d'habitude si contrôlé, était une grimace de terreur pure. Il savait que sa vie venait de finir. Folle. Je vais te tuer, a-t-il rugi, les yeux injectés de sang, mais il n'est même pas arrivé à 1 mètre de moi. Les cousins de Lisandro, ces grands gars nourris au rugby, ont réagi par instinct. L'un l'a plaqué par la taille, l'autre lui a tordu le bras dans le dos, le clouant sur l'herbe parfaite. Mauro hurlait comme un cochon à l'abattoir, se débattant, crachant des insultes qui ne me faisaient plus mal. « Lâchez-moi, c'est un montage. » « Cette femme est folle, » criait-il, cherchant désespérément le regard des invités. « Là elle a tout trafiqué. Elle veut nous détruire. » Mais personne ne le croyait. Comment aurait-il pu? L'écran affichait toujours la vérité. Romina, dans la vidéo, avec ce rire malveillant, disant que Lisandro la dégoûtait. L'image était trop brute, trop réelle. Aucune intelligence artificielle au monde ne pouvait recréer la cruauté précise avec laquelle ma sœur parlait de l'homme qu'elle prétendait aimer. J'ai regardé l'hôtel, ou ce qu'il en restait. Romina était toujours par terre, assise dans sa propre saleté. Le vomi de Lisandro avait un peu séché sous le soleil, formant une croûte jaunâtre sur la dentelle. Elle n'essayait pas de se relever. Elle était en état de choc, regardant ses mains tachées, balbutiant des choses incohérentes. Non, non, mes abonnés, mon mariage. Murmurait-elle, plus inquiète de son image que de la réalité. Lisandro, lui, était la définition de la dévastation. Sa mère et ses sœurs tentaient de le nettoyer avec des serviettes en lin, mais il les repoussait doucement. Il s'est levé,
en titubant. Il était pâle, presque vert, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, une clarté douloureuse. Il s'est essuyé la bouche avec le dos de la main et a regardé Romina par en haut. 3 ans, a dit Lisandro, la voix rauque, mais audible dans le silence soudain du jardin. 3 ans à croire que tu étais timide, différente, et tu n'es que ça. Lisandro, écoute-moi, a crié Romina en essayant d'attraper son pantalon. C'est un mensonge. Moreau m'a forcé. Il m'a drogué. L'audace de ce mensonge a fait s'exclamer plusieurs invités. À ce moment-là, le son des sirènes a coupé l'air. Pas une, ni deux. 3 voitures de la police fédérale et un véhicule de la garde nationale entraient sur le chemin de gravier de la Hacienda, soulevant un nuage de poussière qui a recouvert les voitures de luxe. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur les murs coloniaux, donnant une ambiance surréaliste à la scène. J'avais calculé le timing, mais même moi j'ai été surprise de la précision. Mon appel au 911, où je parlais de personnes armées manipulant ma voiture et de possibles trafics de drogue, avait été pris très au sérieux. Au Mexique, quand tu prononces ces mots magiques, la réponse est rapide. Les agents sont descendus, armes à la main, en criant des ordres. Les mains en l'air. Personne ne bouge. La panique a pris la fête. Les dames de la haute société hurlaient. Les hommes levaient les mains. Je me suis avancé vers l'officier en chef, un homme robuste avec une moustache et des lunettes de soleil. Officier, ai-je dit en levant les mains lentement pour montrer que je n'étais pas armé. Je suis Mireya Valadar. C'est moi qui ai appelé. Cet homme là-bas, j'ai pointé Moreau, toujours immobilisé par les cousins de Lisandro, c'est lui qui a manipulé mon véhicule, et j'ai son aveu enregistré. L'officier a regardé l'écran géant où la vidéo passait encore et encore. Juste au moment où Moreau disait, j'ai mis 1 kilo de cocaïne sous le siège. 10 ans de prison. Le policier a froncé les sourcils derrière ses lunettes. Il a regardé Moreau, puis l'écran, puis moi. C'est lui le suspect? Oui, officier. Et ça, c'est la vidéo que ma fille a filmée il y a 20 minutes pendant qu'il faisait le crime. Moreau a cessé de se débattre. Il est devenu mou. Il a compris que sa propre bouche avait creusé sa tombe. Vérifiez ma voiture, s'il vous plaît, ai-je insisté. Un Ford Explorer blanc, plaque H7. Il a dit que c'est sous le siège conducteur. 2 agents sont partis vers le parking avec un chien K9. Le silence dans le jardin était absolu. Les 300 invités retenaient leur souffle. On entendait seulement le chien aboyer au loin et, quelques secondes plus tard, le signal de l'agent. Le positif. On a trouvé un paquet. L'officier en chef s'est tourné vers Moreau. Moreau Fuentes, vous êtes en état d'arrestation pour possession de substances illicites avec intention de distribution, conspiration, et d'autres chefs d'accusation qui vont s'ajouter. Ils l'ont soulevé du sol. Moreau pleurait. Il pleurait maintenant comme un enfant, avec des larmes et de la morve qui coulaient sur son visage. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, hurlait-il. C'est à elle. Elle m'a piégé. Je me suis approché de lui pendant qu'il lui passait les menottes. J'étais assez près pour qu'il sente mon parfum. Celui qu'il disait, de vieille. Non, Moreau, lui ai-je murmuré. C'est toi qui as tendu le piège. Moi, j'ai juste poussé dedans. Profite bien de la prison. On dit que les gens comme toi ne sont pas très populaires là-bas. Ils l'ont emmené vers la voiture de police. Il est passé à côté de mes parents, figés comme des statues de sel. Moreau les a regardés, cherchant de l'aide. Monsieur, aidez-moi. Faites quelque chose. Mais mon père, Gérardo, a détourné les yeux. La honte était plus forte que la loyauté. La fête était finie. Le spectacle était terminé, mais il restait l'acte final, ma famille. Avec Moreau dans la voiture de police et la police qui prenait des dépositions, le jardin s'est transformé en nid de rumeurs et de jugements. Les invités, ceux qui, quelques minutes plus tôt, louaient l'élégance du mariage, regardaient maintenant Romina avec un mépris total. Le « quand dira-t-on » venait de changer de camp. Ce n'était plus « pauvre Romina, sa sœur est radine ». C'était « cette femme est un monstre ». Je me suis approché de Romina. Elle s'était relevée avec l'aide d'une demoiselle d'honneur, qui la regardait avec dégoût et ne la touchait qu'avec le bout des doigts. Romina tremblait. Son maquillage coulé la faisait ressembler à un clown triste.
Sa robe, ce chef-d'œuvre à 5 000 $, n'était plus qu'un chiffon sale et puant, symbole parfait de son âme. Le Mireia, a-t-elle gémi en me voyant. Elle a essayé sa vieille tactique, se faire la victime. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? On aurait pu en parler. Tu es ma sœur. Ta sœur, ai-je répété, en sentant une calme glaciale. Il y a une demi-heure, dans cette vidéo, j'étais une vache à lait. J'étais une folle qui méritait la prison. C'est ça que font les sœurs, Romina? Elles planifient de voler la fille de leur sœur? Je plaisantais, a-t-elle crié, désespérée. C'était une blague. Moreau m'a poussé. Je ne voulais pas. Tu dois m'aider. Regarde dans quel état je suis. Lisandro m'a laissé. Les gens me filment. Mireia, s'il te plaît, paye-moi un Uber. Sors-moi d'ici. J'ai ri. Un rire sec, court. Que je te paye un Uber? Romina, je viens d'annuler toutes mes cartes liées à tes comptes. Je viens d'annuler le paiement du traiteur. Je viens d'annuler l'hôtel. Tu n'as plus rien. L'argent de la vache est fini. Elle a ouvert la bouche, incrédule. Quoi? Mais mes affaires, l'appartement. L'appartement est au nom de l'entreprise. Mon entreprise. Demain je change les serrures. Tu as 24 heures pour récupérer tes fringues, et je te conseille de les vendre. Tu vas avoir besoin d'argent pour les avocats. La famille de Lisandro ne va pas te laisser tranquille. À ce moment-là, mes parents ont retrouvé la parole. Ma mère, Marcella, s'est levée de sa chaise en titubant, le visage rouge de rage et de honte. Elle est venue vers moi avec le doigt levé, ce doigt qui m'avait tant de fois accusé. Tu es une malheureuse, a hurlé ma mère, la voix brisée. Regarde ce que tu as fait. Tu as détruit ta famille. Tu as humilié ta sœur devant tout le monde. Tu n'as pas de cœur. J'ai un cœur, maman, lui ai-je répondu en soutenant son regard pour la première fois sans baisser la tête. Tellement que pendant 15 ans, je vous ai entretenu. J'ai payé vos voyages, vos opérations, les caprices de Romina, le whisky de papa. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Du mépris, des insultes. Et aujourd'hui, je découvre que ton gendre préféré voulait m'envoyer en prison et me prendre Zéra. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me défends, moi? Non. Tu défends l'image. Tu défends le mensonge. Ton mari est un homme, il fait des erreurs, est intervenu mon père en essayant d'imposer son autorité patriarcale. Mais toi, tu as planifié ça. Tu es rancunière, mauvaise fille. Si tu sors par cette porte, oublie que tu as des parents. J'ai regardé cet homme, mon père. L'homme qui ne m'a jamais dit, je suis fier de toi, quand j'ai créé mon entreprise, mais qui a pleuré de joie quand Romina a appris à conduire. Papa, ai-je dit doucement. C'est la meilleure offre que tu m'aies faite de toute ma vie. Quoi, a-t-il balbutié. Oubliez que j'ai des parents. J'accepte le marché. À partir de maintenant, je suis orpheline. Ne me cherchez pas. Ne m'appelez pas quand vous aurez fini l'argent de votre pension. Ne m'appelez pas quand Romina aura besoin de couches pour l'enfant de Moreau. Tais-toi, a crié Romina. Je ne suis pas enceinte. C'était un mensonge pour manipuler Moreau. Ah, oui, j'ai levé un sourcil. Eh bien, bonne chance pour expliquer ça à Lisandro et au juge. Je me suis retourné. La scène était pathétique. Romina qui pleurait par terre, couverte de vomi. Ma mère qui criait des insultes au ciel. Mon père rouge de rage impuissante. Et Moreau, menotté, au fond, qu'on faisait monter dans la voiture de police. C'était la fin d'une époque. La fin de mon esclavage. Je suis allé vers la tente technique. Javi m'attendait à l'entrée avec Zéra dans les bras et les écouteurs sur les oreilles. Zéra était calme, bougeant la tête au rythme d'une chanson de Disney, sans se rendre compte de l'apocalypse que sa mère venait de déclencher. « Chef » m'a dit Javi avec un nouveau respect, presque de la peur. C'était biblique. « Merci, Javi. Je te ferai un gros bonus aujourd'hui. Efface tout le reste, mais garde-moi une copie de cette vidéo. Je vais en avoir besoin pour le divorce. » J'ai pris Zéra dans mes bras. Elle a enlevé ses écouteurs et m'a regardé. « Les monstres sont partis, maman ?»
Les monstres sont en cage, mon amour. Ou en train de se rouler dans la boue. On rentre à la maison. À notre maison, une nouvelle, où personne ne nous fera de mal. Nous sommes sortis de la hacienda par la porte de service, en évitant les journalistes locaux qui commençaient à arriver comme des vautours sentant le sang. J'ai installé Zera dans ma voiture, que la police avait déjà libérée après avoir saisi la drogue comme preuve. Je me suis assise au volant. Mes mains tremblaient. L'adrénaline commençait à tomber, et la vraie douleur, celle du deuil pour la famille que je n'ai jamais eue et que je n'aurai jamais, commençait à monter. Mais j'ai regardé Zera dans le rétroviseur. Elle souriait en jouant avec sa poupée. Elle était en sécurité. J'étais libre. J'ai démarré, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé en arrière. Conduire loin de la hacienda Los Agave, c'était comme sortir d'une tranchée après un bombardement. Le silence dans la voiture était total, seulement brisé par le bruit doux de la climatisation et la respiration tranquille de Zera, qui s'était endormie en serrant son ours en peluche. Mon téléphone, posé sur le siège passager, n'arrêtait pas de vibrer. Messages, appels, notifications. Maman, 15 appels manqués. Papa, 8 appels manqués. Romina, un message, tu es une chienne. Je te hais. Tu vas payer. Moreau, un message d'un numéro inconnu, sûrement emprunté avant qu'on lui prenne son téléphone, Mireia, mon amour, parlons. C'était une erreur. Je peux tout expliquer. Je me suis arrêté à une station-service à la sortie de San Miguel. J'avais besoin d'essence, mais surtout, j'avais besoin de me purifier. J'ai pris le téléphone, je l'ai regardé une dernière fois, puis je suis allé dans les paramètres. Bloquer contact, maman. Bloquer contact, papa. Bloquer contact, Romina. Ensuite, j'ai ouvert l'appli de la banque. J'ai transféré le solde restant du compte commun que, heureusement, je contrôlais presque totalement vers un compte fiduciaire au nom de Zera, intouchable par quiconque sauf elle à ses 18 ans. J'ai appelé mon assistante. Allô, Sandra, écoute-moi bien. Aucun membre de ma famille n'a le droit d'entrer dans l'entreprise à partir de demain. Change tous les mots de passe. Mets un vigile à la porte. Si Moreau se présente, tu appelles la police. Si ma mère se présente, tu appelles la police. Madame Mireia, est-ce que tout va bien? M'a demandé Sandra, effrayée par mon ton. Je n'ai jamais été aussi bien, Sandra. Je suis juste en train de sortir les poubelles. Ah, et commence à chercher des acheteurs pour la maison. On déménage. J'ai raccroché. Je suis entré dans la supérette de la station. J'ai acheté une nouvelle carte SIM et un téléphone bon marché. J'ai sorti l'ancienne carte SIM, celle avec le numéro que ma famille utilisait depuis des années pour m'appeler uniquement quand ils avaient besoin d'argent. Je l'ai cassé en deux. Le craquement du plastique a été le son le plus satisfaisant de la journée. J'ai jeté les morceaux à la poubelle, à côté de la pompe à essence. Adieu, Mireia la soumise. Adieu, Mireia le distributeur automatique. Adieu, fille obéissante. Je suis retourné dans la voiture. Zera s'est réveillée en se frottant les yeux. Maman, j'ai faim, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu veux manger, princesse? Aujourd'hui, tu peux demander ce que tu veux. Les pizzas avec beaucoup de fromage. Ce sera de la pizza. Et de la glace. Et on va acheter le set de peinture que je voulais. Ce soir-là, dans un petit hôtel sur la route, pendant que Zera dormait le ventre plein de pizza, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré pour Moreau. Pleurer pour lui aurait été un gaspillage d'eau. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, pour cette Mireia de 8 ans qui essayait d'avoir des 20-20 à l'école pour que sa mère la regarde, pendant que sa mère n'avait d'yeux que pour les boucles blondes de Romina. J'ai pleuré pour la solitude, mais ce fut un court moment, parce qu'au matin, quand le soleil est entré par la fenêtre, je me suis rendu compte que le soleil brillait seulement pour nous deux. Je n'avais plus à partager sa lumière avec quelqu'un qui me faisait de l'ombre. Le divorce a été une guerre, comme prévu. Moreau a tout essayé depuis la prison. Il disait que je lui avais tendu un piège, que la vidéo était fausse. Mais Javi a témoigné. La vidéo originale avait ses métadonnées, et la confession de Moreau était tellement détaillée que même le meilleur avocat du pays n'a pas pu le sauver. Il a pris 8 ans. Pas seulement pour la drogue techniquement,
c'était de la possession avec intention de m'incriminer mais aussi parce qu'on a découvert qu'il détournait des fonds de mon entreprise vers un compte aux îles Caïmans au nom de Romina. Fraude fiscale, blanchiment d'argent. La justice divine arrive parfois en retard, mais quand elle arrive, elle ne plaisante pas. Romina, elle, a vécu son propre enfer. La famille de Lisandro l'a poursuivie en justice pour dommages moraux et préjudices économiques. Il voulait récupérer jusqu'au dernier centime de la bague et des cadeaux. Comme elle n'avait pas d'argent, parce que je lui avais coupé les vivres et que Moreau était en prison, elle a dû se déclarer en faillite. Mes parents ont dû vendre leur maison, cette maison qu'ils aimaient tant montrer, pour payer les dettes de leur petite princesse. Maintenant, ils vivent tous les trois dans un petit appartement humide, dans un quartier pas très joli de la ville. Je l'ai appris par tante Lalia, qui m'a dit qu'ils passent leur temps à se crier dessus et à se rejeter la faute. Le venin, quand il n'a plus personne à attaquer, se retourne contre soi. 6 mois ont passé depuis ce jour à la hacienda. L'air ici sent le sel et la crème solaire à la noix de coco. J'ai vendu ma part de l'entreprise à Guadalajara à mes associés, non pas par peur, mais parce que je voulais recommencer à zéro. Avec le capital, j'ai acheté une petite maison à Puerto Vallarta et j'ai ouvert une galerie d'art et café. C'est un business plus petit, moins stressant. Zera n'utilise plus ses écouteurs tout le temps. Le bruit de la mer la calme. Elle dit que les vagues font un bruit blanc qui nettoie sa tête. Elle a commencé à aller dans une école Montessori où on l'accepte comme elle est, et elle s'est fait 2 amis. Hier, pendant que j'arrosais les plantes sur ma terrasse, la sonnette a retenti. Le facteur avait un petit colis. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture élégante sur la carte. C'était Lisandro. J'ai ouvert la boîte. Dedans, il y avait une petite sculpture en céramique, un phénix qui renaît de ses cendres. La note disait: Mire, merci de m'avoir sauvé la vie. Le vomi s'est effacé de mes vêtements, mais la gratitude restera pour toujours. J'espère que toi et Zera volez haut. J'ai démissionné et je me suis engagé avec Médecins sans frontières. Je pars en Afrique le mois prochain. Je crois que j'ai besoin de voir le vrai monde pour oublier le faux dans lequel je vivais. J'ai souri. Je suis contente pour lui. Lui aussi a couru. Parfois, la nuit, je fais encore des cauchemars. Je rêve que je suis enfermé dans un placard et que j'entends Moreau et Romina rire à l'extérieur. Mais ensuite je me réveille. J'entends la mer. Je vois Zera qui dort à côté de moi, en sécurité, heureuse. Et je me rappelle que moi, j'ai la clé. Je l'ai toujours eue, j'avais juste peur de l'utiliser. Les gens sur ma chaîne YouTube et sur TikTok me demandent si je regrette. Ils me demandent, tu n'as pas été trop cruel? Tu n'aurais pas pu régler ça en privé? Et je leur réponds toujours la même chose, et j'aimerais que vous qui m'écoutez maintenant, vous l'imprimiez dans votre tête. Quand quelqu'un menace de te prendre tes enfants, la vie privée n'existe plus. Quand quelqu'un planifie de t'envoyer en prison pour te voler ta vie, la pitié, c'est du suicide. Je n'ai pas été cruel. J'ai été juste. La cruauté, c'est ce qu'ils m'ont fait pendant 30 ans. Me faire croire que je ne valais rien si je ne rapportais pas d'argent. Me faire croire que l'amour se mérite à coups de virement bancaire. Aujourd'hui, mon compte bancaire est plus petit, oui. Je ne voyage plus en première classe. Je n'organise plus des mariages à 1 million de pesos. Mais je suis millionnaire. Je suis riche de la paix de savoir que personne à ma table ne me ment. Je suis riche de la liberté de ne pas répondre au téléphone si je n'en ai pas envie. Et je suis riche de l'amour inconditionnel d'une petite fille qui, à seulement 6 ans, a eu le courage de me dire « Maman, cours ». Cette petite m'a sauvé. Et si tu écoutes ça et que tu sens que tu es coincé dans une relation, dans une famille ou dans un travail où tu es la vache à lait, où on te méprise mais on t'utilise, écoute la voix de Zera. Écoute-la bien. Cours. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'on te mette de la drogue dans la voiture ou qu'on te vole ton âme. Allume la lumière, montre les monstres, et cours vers ta liberté. Je suis Mireia Valadar et c'était mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, la famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont ceux qui t'avertissent quand le bâtiment est en flammes.